Super. Donc, il est 11h30. Pour bien profiter du 30 minutes et du webinaire 002, là, on va lancer immédiatement le début. Sachez que cette rencontre, elle est enregistrée, donc vous allez pouvoir le revoir par la suite ou si les gens ne sont pas disponibles aujourd'hui, il est toujours en rediffusion. Donc, là, vous voyez, je suis avec deux belles personnes que je vais vous présenter plus tard. Juste pour vous dire, là, aujourd'hui, on va faire un état d'avancement. Donc, j'ai juste un petit mot de bienvenue parce que j'aimerais vraiment ça laisser la place vraiment à mes co-animatrices. Donc, juste faire un petit rappel de l'objectif de la brigade. C'est aujourd'hui une communauté de praticiens, praticiennes, expertes et experts en intelligence artificielle qui se sont réunis et bâtissent à travers l'intelligence collective pour créer des outils pour faire avancer le Québec dans l'adoption de l'intelligence artificielle. Puis, comme vous savez, il y a une partie de mon rôle qui est de la représentation publique et partout où je vais à travers les comités, les présences, on me dit que ce qu'on a bâti à travers les 95 membres est vraiment extraordinaire. On sent l'énergie, on sent aussi un élan, on sent toute l'utilité aussi de mettre à profit toutes ces expertises diverses, puis on les unit ensemble à travers la brigade. Donc, tous les jours, j'entends la brigade, ben ça va répondre à ce besoin-là. Ah oui, la brigade est rendue une source de solutions et rendue sur toutes les lèvres aussi. Donc, vous savez, il y a 10 chantiers en cours présentement. On est en train de travailler pour vous un tableau de bord pour que vous puissiez suivre l'avancement de chacun de ces chantiers. Comme ça, même à travers votre PME, même à travers votre organisation, si vous êtes en attente peut-être de voir une politique d'utilisation d'intelligence artificielle ou une feuille de route, peut-être que vous pouvez vous laisser inspirer parce que la brigade va créer pour vous. Donc, dans ces mécanismes internes, justement, à travers les 95, on commence à s'organiser justement dans des espaces collaboratifs. On a aussi maintenant l'utilisation de Discord. Donc, il y a une belle coordination qui émane à l'intérieur. Puis, on se rend compte aussi que l'intelligence collective de 95 fait en sorte qu'on innove aussi dans nos façons de faire. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont curieux et même des scientifiques, des groupes de recherche qui regardent la brigade comme un modèle à suivre parce que c'est la première fois que ça se fait au Québec. Donc, encore une fois, merci à tous et à toutes d'être présents pour témoigner de l'importance et de l'espace que la brigade elle prend de plus en plus. L'objectif, en fait, c'est qu'on me voit de moins en moins. Aujourd'hui, je ne suis pas accompagnée par mon binôme habituel, Philippe. Philippe est en coulisses aujourd'hui pour nous. L'objectif, c'est vraiment de faire rayonner de plus en plus les gens qui font partie de la communauté, des porteurs et des porteuses de dossiers. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, là, vous allez voir l'ordre du jour très, très court. Donc, il y avait juste mon mot de bienvenue et l'objectif, c'était vraiment de passer du temps sur un des chantiers les plus importants de la brigade, qui est la politique interne d'utilisation de l'intelligence artificielle, une politique que nous pensons est la première marche à gravir pour pouvoir avancer dans l'adoption de l'intelligence artificielle. Son petit nom poétique est PO01. Donc, sans plus tarder, là, je passe la parole notamment à Asma. Asma, pour laquelle j'ai une très belle admiration dans sa rigueur, dans sa vulgarisation et sa volonté de rendre simples les principes quand même complexes autour de l'intelligence artificielle et de son encadrement. Et Audrey Leboeuf, que j'ai pu rencontrer ces dernières années, justement dans le milieu municipal, une personne extrêmement passionnée, rigoureuse et qui donne du rythme. Donc, à vous deux, Asma, Audrey, je vous laisse la parole et je me tais pour le moment. Un gros merci Anne, merci pour cette belle présentation. Donc, je suis vraiment honorée et très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Anne m'a bien présentée. Je vais quand même prendre un petit moment pour me présenter brièvement et pourquoi je suis dans la brigade. Donc, je suis Asma Bentili, je suis conseillère en stratégie et gouvernance de l'intelligence artificielle auprès une grande institution financière. Je suis également chargée de cours en gouvernance de l'IA à l'Université de Montréal, justement avec Anne. Je suis très passionnée par les données et la technologie, mais je suis très convaincue que l'innovation n'a pas de sens que si elle est au service de l'humain.
Sur une note un petit peu plus personnelle, je suis maman de deux fantastiques petites filles et je dois avouer qu'à chaque fois on travaille sur notre chantier avec Audrey et l'équipe, je pense à elles. Donc je pense à un monde où elles vont grandir, un monde où l'IA sera partout, dans leur école, dans leur métier, dans leurs choix d'orientation, dans leurs loisirs. Donc ce chantier, c'est ma façon de préparer ce monde vraiment pour mes filles, pour mes enfants, pour nos enfants. C'est notre façon collective en soi de dire on ne laissera pas la technologie décider pour nous à notre place, donc il y a l'humain au centre. Et je suis heureuse d'être accompagnée avec ma co-chef avec laquelle nous formons un duo extraordinaire. On a remercié l'équipe pour les choix quand même assez stratégiques en lien avec notre chantier sur la politique d'utilisation interne de l'intelligence artificielle. Audrey, à toi le micro. Merci beaucoup, Asma, et merci pour cette belle présentation, Anne. Et Asma, toujours un plaisir partagé, effectivement. La vie a fait en sorte que Anne nous permette de collaborer ensemble et d'unir aussi à la fois nos valeurs. Tu parlais de tes enfants un peu plus tôt. Eh bien, de mon côté aussi, j'ai cette même conviction à l'intérieur du chantier de la politique interne de l'intelligence artificielle pour pouvoir aussi faire en sorte que nos citoyennes et nos citoyens puissent adopter, que ce soit facilitant aussi pour nos équipes à l'interne. Donc, toute cette volonté-là aussi pour le secteur public, parapublic et toutes les autres organisations aussi au Québec pour pouvoir finalement avoir une adoption qui est belle, qui est portée par des valeurs qui sont humaines et qui mettent au cœur de tout ça, nous, les humains. Donc voilà, sans plus attendre, je vais vous présenter les 8 autres cœurs qui battent à l'unisson avec nous dans ce chantier. Comme vous pouvez le voir, ce sont des expertises des gens de tous les horizons, le secteur public, le secteur privé. Bref, on a vraiment des forces en plus de ça qui sont pleinement complémentaires pour pouvoir vous offrir cette politique. Et puis, on va parler notamment des notions de stratégie, de l'aisance en technologie, de l'esprit scientifique aussi qui nous habite toutes et tous, de la rigueur analytique. Bref, ce sont l'ensemble de ces belles expertises-là, en fait, qui ont cofondé un peu notre dynamique d'équipe dans laquelle, à un moment donné, on s'est assis collectivement ensemble et qu'on s'est demandé, mais quelle est notre ambition à l'intérieur de vous offrir ce livrable-là? Eh bien, en effet, c'est de vous donner cette politique qui serait concrète, inclusive et qu'on lui annexe un guide utile qui va vous permettre justement l'implantation immédiate et autonome, c'est très important pour nous, euh, de la politique interne sur l'intelligence artificielle et le tout basé, bien entendu, sur des principes d'IA responsable. Et vous savez, on avait toutes et tous une intention bien claire. C'était de mobiliser cette intelligence collective-là, donc l'ensemble des forces des unes, des uns et des autres, pour vous offrir des livrables qui sont partagés et partageables. On croit à une culture de partage à l'intérieur de l'intelligence artificielle et on veut s'assurer que cette politique-là en soit le reflet. Et c'est en ce sens-là où est-ce qu'on co-construit aussi, évidemment, nos décisions par rapport aux différentes étapes de notre chantier. Et ben là, comme on est partageur, eh bien, on va aussi vous révéler les clés de notre efficacité. C'est, dans le fond, d'avoir établi un périmètre qui est bien clair, à travers lesquels on affecte les rôles et les spécialités des uns et des autres aux différentes parties de développement de notre politique et d'avoir des objectifs qui sont aussi mesurables pour avoir ce qu'on appelle communément des quick wins assez rapidement et finalement d'avoir cette belle fusion-là qui est portée aussi un peu par certaines valeurs des gens dans l'IA entre la technologie et ces 10 cerveaux en ébullition que nous avons dans notre équipe. Donc, grosso modo, si je reprends tout ça et que j'abrille le propos pour vous le résumer, une politique, ça va vous permettre finalement d'encadrer l'usage de l'intelligence artificielle dans vos organisations de manière sécuritaire, de manière éthique et dans les meilleurs éléments de conformité que l'on puisse connaître actuellement. Et Asma va vous en parler un petit peu plus aussi, mais
on a cette volonté-là aussi de regarder ce que l'on fait actuellement sur le côté, sur le plan scientifique, certes, mais aussi les pratiques probantes du terrain. C'est très important pour nous aussi d'aller chercher ce que vous faites les uns et les autres. Vous êtes remplis de belles initiatives partout dans plein d'organisations que nous croisons de manière afférente les uns et les autres. Donc, tout ça pour vous dire que finalement, on veut générer des gains d'efficacité mesurables pour tout le monde et finalement, avec le cœur sur la main, sur la main, c'est ce principe toujours d'être guidé par des valeurs où est-ce qu'on met l'être humain au centre et on pense aussi qu'en le mettant au centre, ben, ça va permettre l'accélération de l'adoption responsable de l'IA. Sans plus attendre, je vais passer la parole à ma collègue Asma qui va vous entretenir sur le parcours d'adoption de la brigade et notre positionnement par rapport aux autres. Asma, à ton tour. Merci beaucoup, Audrey, pour cette belle introduction pour la politique. Donc maintenant, j'aimerais qu'on prenne un petit peu de hauteur ensemble. Donc qu'on prenne un petit tour d'hélicoptère, puis qu'on regarde les choses d'un peu plus haut. Donc si on revient un peu sur le parcours de l'adoption qui nous a été présenté au niveau du webinaire numéro 1, ben, la politique interne d'utilisation de l'IA elle se retrouve vraiment au pilier, à la fondation. J'aimerais vraiment que vous regardiez ce parcours-là comme étant un escalier. Donc, les étapes étant les marches, nous sommes situés au niveau de la marche numéro 1. Donc, pourquoi la marche 1? Ben, on est au niveau de la base culturelle et sécuritaire. C'est là qu'on retrouve des éléments comme, par exemple, comprendre l'IA, qu'est-ce qu'elle peut faire et qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire. Donc, les exclusions et les inclusions en soi. Et c'est ici qu'on se pose des questions, par exemple, sur se doter d'une politique par rapport à l'utilisation de l'IA. Donc, pourquoi c'est tout en bas? C'est vraiment parce que c'est une base. Et sans cette base-là, on ne peut pas monter plus haut dans les échelles, dans notre analogie par rapport à l'escalier et les marches. Donc, moi, personnellement, je trouve ça vraiment motivant. Nous posons la fondation de la maison et d'autres construiront les étages. Donc, par exemple, on veut travailler sur les données, on veut lancer des projets concrets, des chatbots, des agents intelligents ou autres. On veut développer une gouvernance avancée, une stratégie de souveraineté. Ben, ça nous prend cette base-là qui constitue un cadre clair, sécuritaire et partagé. Donc, voilà, grosso modo, où est-ce qu'on se situe par rapport au parcours d'adoption. Redonne le micro, Audrey, pour nous parler de notre planification et comment on s'est pris avec ça. Oui, tout à fait, parce que c'était, tout comme Anne le disait au départ, eh ben, c'était 95 personnes à faire en sorte qu'elles puissent bien collaborer. C'est d'ailleurs sur base volontaire, donc on les salue en même temps à la fois. Ce sont des pairs, des collègues maintenant. Eh bien, nous nous sommes organisés en planification stratégique et on salue les stratèges à l'intérieur de notre équipe qui ont mis en place tout ça. Comme vous pouvez le voir, il y a six blocs dans l'équipe qui représentent chacune des phases en fait de rédaction. Et on a remis premièrement la première phase, celle de la charte. Donc, vous en avez eu un peu plus une image lorsque je vous ai parlé de notre ambition. Et actuellement, dans la case mauve, on se situe au niveau de l'analyse et des fondations. Asma va vous entretenir un petit peu plus, il va vous illustrer un peu plus, un peu plus tard, qu'est-ce que ça veut dire. Et là, on a notre fameuse base du tronc commun aussi, dans laquelle on veut s'assurer que l'ensemble des organisations du Québec puissent avoir, si vous voulez, une base commune pour ensuite de ça bâtir en bloc de Lego, pour reprendre l'expression fétiche de Philippe, et s'assurer qu'on puisse avoir une adaptation par la suite sectorielle au niveau de la politique. Et ce sera à vous, là, avec tant notre guide d'application et nos annexes techniques, de pouvoir faire œuvre avec ce que nous allons vous offrir. Donc, finalement, c'est qu'on s'installe un peu tout le monde autour de la table et finalement, vous choisirez ce que vous souhaitez par la suite au niveau du buffet. C'est un peu ça qu'on peut vous offrir euh, aujourd'hui. Sans plus attendre, je repasse la parole à Asma pour la question de nous étayer un peu plus le propos sur la veille. Merci beaucoup, Audrey. Donc, parlons maintenant de veille et surtout comment la rendre vivante et utile pour toute l'équipe. Donc, comme l'a bien mentionné Audrey tantôt, on est au niveau de notre deuxième bloc qui est l'analyse et la fondation. On est vraiment de la fondation. Pour bien bâtir une politique, ben, ça nous prend cette veille-là. Pourquoi on fait la veille? On veille pour éclairer nos choix. Donc,
Le rôle de la veille est vraiment central dans notre chantier, puis c'est là qu'on en est par rapport à notre avancement. Donc, on ne construit pas un cadre sans vraiment regarder ce qui se fait. Donc, je crois qu'Audrey l'a bien mentionné tantôt, on a regardé, on s'est pas contenté de niveau national, mais on a regardé aussi internationalement ce qui se fait. Donc, nous avons quand même mené plusieurs types de veilles qui sont assez complémentaires. La première, c'est une veille légale. Donc, pour s'assurer d'adapter notre politique aux réalités juridiques qui s'appliquent à chaque type d'organisation, notre politique se veut modulable et applicable pour les divers domaines. Puis, encore une fois, je fais du push sur le fait qu'on est vraiment chanceux d'avoir un chantier qui est quand même assez diversifié. Ça a été bien pensé avec des petites personnes en arrière, là. Donc, c'est quand même assez polyvalent. On est dans le domaine public, privé, parapublic, etc. Donc, voilà. Notre premier chantier de veille. Ensuite, dans le deuxième carreau, on parle de la veille comparative, ce qui est quand même notre nerf de guerre. Donc, on va analyser les politiques existantes, encore une fois, pas juste nationalement, mais internationalement, pour pas réinventer la roue, puis prendre les bonnes pratiques autour de ça. Et enfin, mais pas le moindre, on va faire une veille des bonnes pratiques. On est vraiment en train de collecter des références reconnues, comme entre autres la Déclaration de Montréal, dont on est super fier au Québec, et les adapter à notre contexte. Donc, pour récapituler, notre veille se veut comme une boussole pour éviter les angles morts et surtout nous ancrer dans notre réel. Euh, donc, voilà, grosso modo, là, par rapport à notre veille, j'aimerais porter une attention sur un point un peu plus pratique par rapport aux outils. Donc, en fait, faire la veille en soi, c'est bien. On va collecter des infos, on va voir ce qui se fait ailleurs, mais si les informations restent dans nos dossiers, dans nos courriels, dans nos notes personnelles, ben, leur valeur s'évapore avec le temps. Et on perd tout ce qu'on a cherché, on va recréer du contenu. Donc, c'est pourquoi que nous-mêmes, au sein de notre chantier, on s'est dirigé vers un outil d'IA générative qu'on aime beaucoup pour ce type de besoin, qui s'appelle Notebook LM. Donc, Notebook LM nous permet en soi de transformer nos recherches en ce qu'on appelle chez nous un carré de sable. À l'intérieur, vous voyez un peu l'image. Donc, un carré de sable, c'est vraiment un espace délimité, un bac à sable sécurisé et partagé. Là, je vais faire l'analogie. Étant maman, chaque enfant peut y apporter son seau, sa pelle, ses coquillages, et tout se construit sans que rien ne se perde d'enfant. Donc, dans Notebook LM, on met nos documents, nos notes, nos analyses, et ça devient notre carré de sable commun. Et donc, concrètement, on dépose notre synthèse de veille dedans et par la suite, toute l'équipe peut faire des requêtes, peut interroger cet espace-là pour nourrir ses propres travaux. C'est une manière pour nous vraiment de rassembler, encore une fois, je fais du push par rapport à ce qui a été dit, la notion d'intelligence collective. Donc, on fait en sorte que cette intelligence collective ne se limite pas à une réunion, mais devienne un patrimoine commun au sein de l'équipe. Donc, voilà pour la veille. On peut passer à notre gouvernance. Donc, concrètement, on vous a parlé quand même un peu, Audrey l'a bien mentionné, la portée, les objectifs et la valeur de notre politique. Ben, concrètement, la politique, c'est vraiment pas un assemblage de règles, c'est un socle de valeurs qui donne une direction, une cohérence et même une âme à tout ce qu'on veut faire. Donc, l'âme est fondée sur ce qu'on appelle notre boussole éthique, qui est nos principes directeurs. On vous a listé ici quelques-uns. Et en gros, ce qu'on retient ici, c'est que il faut que ces principes-là, on les rédige de façon à ce qu'ils soient courts pour être mémorisés, mais surtout actionnables pour que vous tous, nous tous, ça puisse nous guider dans notre quotidien. Je vais donner quelques précisions par rapport aux principes directeurs. Donc, si on commence par le premier à gauche, l'éthique et la prévention des biais. Comme vous le savez, l'IA peut reproduire, amplifier, voire même inventer des biais. Et donc, notre politique se veut des règles concrètes pour identifier de un ces biais potentiels, les tester et les corriger en continu. Deuxième principe, c'est vraiment la transparence. Donc,
nous tous, vous, nous, tout le monde, on a le droit de savoir quand on interagisse avec l'IA, ben, qu'on interagisse avec l'IA et comment surtout nos données sont utilisées. Donc, notre politique se veut pour préciser quand et comment déclarer l'usage de l'IA de manière claire, compréhensible et surtout non technique pour que ça soit accessible pour la population. Troisième principe, la sécurité et la conformité. Donc, c'est quand même assez connu, l'IA ne doit pas devenir une faille, elle doit vraiment s'intégrer aux dispositifs existants. Donc, on parle de gouvernance de données, par exemple, la sécurité en soi, les accès non autorisés, la sécurité des RP, des données confidentielles, etc. Quand on parle de conformité, on parle vraiment de respect de la vie privée avec les renseignements personnels, les décisions éclairées, etc. Donc, notre politique va être un levier par rapport à ce risque-là. Quatrième principe, la responsabilité humaine. Donc, le jugement humain doit rester premier. Donc, il faut garder en tête que l'intelligence artificielle est là pour nous assister, accélérer, mais pas décider à notre place. Fait que le jugement humain reste au centre. Encore une fois, on a l'humain au centre de tout ça, surtout dans les décisions à impact comme l'embauche, par exemple. Ensuite, l'avant-dernier principe, le développement des compétences. Donc, plus on utilise l'IA, vous l'avez certainement lu quelque part dans la littérature, plus on risque d'éroder notre esprit critique. D'ailleurs, j'ai lu dernièrement une étude du MIT qui laisse supposer vraiment que l'IA, ben, surtout les outils d'IA générative, pourraient rendre notre cerveau quand même moins actif et avoir des conséquences cognitives inattendues. Donc, une certaine paresse intellectuelle, des fois on appelle ça la zombification. Fait que notre politique ne se contente pas de dire qu'il faut former les gens, mais elle pose des jalons concrets par rapport à tout ça. Par exemple, d'éviter la dépendance aveugle par rapport à ces outils, développer une culture critique autour de l'IA et garder en main nos processus. Et dernier principe, et non le moindre, la durabilité et les aspects de ESG. Donc, par la suite, Audrey, je vais laisser à la fin vous donner un exemple quand même assez concret par rapport à ce principe-là. Donc, l'IA, comme vous le savez, elle a un coût environnemental qui est quand même assez phénoménal, excusez-moi. Donc, pour les organisations qui sont sensibles à ces enjeux, il y en a pour lesquelles ça va s'appliquer, il y en a moins. La politique pourra intégrer les critères ESG. Donc, on parle de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans l'évaluation de leurs projets. Donc, c'est une porte pour une IA responsable à tous les niveaux. Voilà nos 6 principes qui guideront nos travaux par rapport à notre politique. Je vais faire un highlight par rapport aux aspects suivants. Donc, par rapport à la catégorisation des outils et interdictions, en gros, on veut axer notre politique sur quand même 3 catégories d'outils que vous connaissez certainement, les IA internes, donc vraiment les outils qui sont développés à l'interne, les IA externes qui sont publics, donc on fait appel à ChatGPT, donc tous les outils publics et commerciaux en ligne, puis les IA des fournisseurs qu'on veut intégrer dans les organisations. On parle vraiment des modules d'IA qui sont intégrés à nos services tiers, par exemple à nos CRM, à nos outils RH. Et enfin, on veut adopter une culture de soustraction. Donc, au lieu de lister tout ce qu'on peut faire, ben, on va aller par les interdictions. C'est plus court et plus clair et ça enlève l'ambiguïté. Donc, en soi, on pense catégoriser nos interdictions en 4 catégories. Premièrement, les outils interdits, donc certains outils qui doivent être bannis au sein de l'organisation, des données interdites, donc qu'est-ce qui ne doit pas rentrer dans les outils IA? Est-ce qu'on parle vraiment des renseignements personnels, des données de clients identifiables ou autres? Les usages interdits aussi, qui sont plus globaux, par exemple des décisions ressources humaines qui sont automatisées au niveau de l'embauche. Et enfin, des pratiques interdites. Par exemple, on parle ici beaucoup de propriété intellectuelle, s'approprier du contenu sans le déclarer, par exemple. Ben ça va être clarifié au niveau de la politique. Et que voilà, je laisse le micro à ma co-chef Audrey pour nous donner un exemple par rapport à la durabilité. Et voilà. Vas-y, Merci Audrey. beaucoup, Asma. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir, Asma, tu as une capacité de vulgarisation qui ne cessera jamais de me
m'étonner, mais à la fois de nous faire comprendre collectivement tous ces propos-là qui sont assez techniques et pour pouvoir vraiment l'illustrer, un de nos préférés dans le chantier, c'est quand même le principe directeur de la durabilité. Et souvent, on se fait poser la question, oui, durable, mot galvaudé. Non, pas tant que ça finalement, parce qu'il y a des principes en technologie, notamment celui de la sobriété numérique, qui peuvent être applicables notamment à cet ESG-là. Et comme on dit, l'intelligence artificielle a peut-être soif, mais nous sommes capables collectivement de se dire que la modération a bien meilleur goût. Donc, en ce sens, où est-ce que on voit des initiatives sur le terrain où on crée, par exemple, des réseaux de serveurs qui sont fermés, dans lesquels, en fait, on n'est pas obligé d'aller ponctionner de l'eau à chaque fois et ces serveurs-là utilisent d'autres types de technologies pour refroidir l'ensemble de la machinerie. Donc, on voit de plus en plus des initiatives qui sont respectueuses de l'environnement, en fait, émerger. C'est ce type d'initiative-là qu'on veut euh, implanter dans la politique pour donner un peu un cadre, pour dire, écoutez, ça existe, ce genre d'initiative-là, il faut juste pousser un petit peu plus le bouchon et aller voir un peu plus loin pour questionner. Et d'ailleurs, qui nous allons questionner par rapport à ça, c'est possiblement nos fournisseurs. Et là, encore une fois, dans cette politique-là, notre but, ce n'est pas d'être concentré, de tout fermer, de tout cadenasser, c'est justement d'aller entretenir une relation d'interaction et de pouvoir faire en sorte que les organisations puissent avoir un réel échange avec le fournisseur parce que ce sont des relations qui vont se développer. Donc, à ce niveau-là, la politique veut encourager ce type d'interaction-là et de relations avec les fournisseurs aussi. Et d'ailleurs, si je peux donner un exemple qui est concret, puis ensuite de ça, nous allons clôturer, c'est probablement celui dans lequel nous faisons un beau partenariat à la ville de Bromont dans lequel on développe des pratiques de durabilité avec notre partenaire. Donc, c'est vraiment incroyable de voir à quel point les gens s'unissent autour de l'IA, veulent faire en soi, ça demeure humain et à la fois sont ouverts à la collaboration. Donc, c'est vraiment très beau de constater tout ça sur le terrain. Et puis, pour le mot de la fin, eh bien, je céderai la parole à Anne par rapport à ça en remerciant encore une fois Asma pour l'ensemble des explications, remercier l'ensemble de nos membres de chantier aussi et saluer tous les 95 collègues qui travaillent avec volonté de pied ferme sur l'ensemble des 10 chantiers. Merci énormément, Asma, Audrey. C'est vraiment une démonstration aujourd'hui, tu sais, que nos chantiers, c'est pas seulement la création d'outils, mais c'est une démonstration de rigueur, de cohérence avec nos valeurs. Tu sais, vous avez mentionné comment vous avez bâti la réflexion derrière une politique d'utilisation d'intelligence artificielle et vous avez montré aussi qu'on a quand même bien du plaisir, là, même si on a de la rigueur. Donc, on a fait un choix clair. Aujourd'hui, vous avez vu la politique d'utilisation interne d'intelligence artificielle, mais tous les chantiers ont été bâtis avec cette même modularité parce que on prend conscience que toutes les organisations ont des réalités assez uniques. Donc, plutôt d'avoir un modèle très rigide, on a construit une approche en bloc, comme des Legos. Des briques qu'on peut assembler, adopter, transformer aussi selon notre rythme. Ce que ça veut dire concrètement pour les organisations, c'est qu'ils peuvent facilement rentrer dans le parcours d'adoption d'intelligence artificielle à leur rythme aussi et améliorer chaque pièce sans jamais briser l'ensemble. Donc, c'est une approche qui va demeurer vivante, une approche qui est collective. Donc, non seulement on est un collectif à l'intérieur de la brigade, mais on veut aussi inspirer les gens de travailler dans cette collectivité là à l'extérieur dans leur propre organisation. Donc, c'est une approche qui ressemble beaucoup à notre ADN, qui permet de bâtir ensemble et de façon aussi très durable. Donc, encore une fois, Asma, Audrey, merci énormément. Merci aussi à tous et à toutes d'avoir été présents au webinaire 002. Comme à l'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Nous, on répond toujours. Et on se revoit pour le webinaire 003 qui sera annoncé dans les prochaines semaines. Bonne journée tout le monde. Au revoir tout le monde. Bonne journée!